Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un seul et unique chapitre du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un chapitre assez court, mais d'une puissance psychologique, croyez-moi, absolument inouïe. On va décortiquer comment Hugo, par la seule force des mots, arrive à construire une expérience de lecture qui marque durablement. Tout commence par ça. Le narrateur est là, dans sa cellule, et il nous décrit une sensation vraiment étrange, presque physique. Ce n'est pas une pensée claire, ce n'est même pas un souvenir précis, non, c'est un bruit de cloche qui résonne à l'intérieur même de son crâne. Cette description, à la fois très sensorielle et pourtant un peu floue, installe tout de suite un mystère. Et voilà la question centrale qui va nous guider. Qu'est-ce que ce son peut bien avoir de si particulier? Pourquoi cette obsession auditive, là, maintenant, au moment le plus tragique qui soit? Avec Hugo, bien sûr, rien n'est laissé au hasard. Cette cloche, c'est la clé de tout. La clé pour comprendre l'angoisse du condamné. Alors pour déchiffrer ce qui se passe dans la tête du narrateur, Hugo nous oblige à faire un détour. Un détour dans le temps. Il nous plonge dans un souvenir d'enfance très précis, un souvenir lié au fameux bourdon de Notre-Dame de Paris. C'est là, dans ce souvenir, que se trouve la source de la terreur actuelle. La scène est posée. D'un coup, on quitte la cellule sombre pour les hauteurs de Notre-Dame, et on voit tout à travers les yeux d'un enfant. Le contraste est saisissant, n'est-ce pas? L'innocence de l'enfance face à cet objet monumental, l'un des plus sonores de Paris. C'est le début d'une ascension, à la fois littérale et, on va le voir, symbolique. Entrons maintenant dans le vif de ce souvenir. Hugo ne fait pas que le raconter, non, il nous le fait vivre. Il construit pas à pas de manière très méticuleuse une montée en tension, un sentiment de vertige qui va nous amener jusqu'à un véritable choc sensoriel. On sent bien ici la progression, elle est implacable. Chaque étape est plus précaire, plus dangereuse que la précédente. On a l'escalier sombre, la frêle galerie et puis ces planches mal jointes. Hugo accumule les détails qui crient la fragilité, le danger. On ressent presque physiquement l'effort et l'appréhension de l'enfant qui grimpe. Et puis, c'est la récompense. Arrivé tout en haut, le monde s'étale sous ses pieds. C'est une vision grandiose, à couper le souffle. Une position de domination sur la ville. Mais cette hauteur, cette immensité, porte déjà en elle le germe du vertige et de la chute qui va suivre. Cette citation, elle est absolument cruciale. Cette perspective à vol d'oiseau, ça crée une distance qui semble infranchissable. Les gens en bas, des fourmis. Ils vivent leur petite vie tranquillement, sans se douter du drame qui est en train de se jouer juste au-dessus de leur tête. Cette image, celle de la foule lointaine et minuscule, elle reviendra plus tard, mais avec un poids tragique bien plus lourd. Et là, Hugo, en maître du suspense, marque une pause. Il a planté son décor, il a placé son personnage au point le plus vulnérable qui soit. L'atmosphère est chargée, l'attente est presque insupportable. C'est le fameux calme avant la tempête, sonore. C'est le moment de l'explosion. Le son, ici, ce n'est pas juste quelque chose qu'on entend, c'est une force physique. C'est une véritable onde de choc qui remue l'air et qui fait osciller la tour elle-même. Hugo nous fait ressentir la puissance brute, totalement incontrôlable de cette vibration. Regardons d'un peu plus près cette décomposition. C'est une véritable attaque sur tous les sens. Le sol qui bouge sous les pieds, l'équilibre qui est perdu, l'agrippement désespéré, la parole coupée, le son qui assourdit tout et la vision de l'abîme. L'enfant est complètement submergé, il est anéanti par cette expérience. Il n'est plus spectateur, il est victime de la cloche. Alors on peut se demander pourquoi ce long détour par un souvenir d'enfance? Eh bien c'est là que tout le génie de Hugo opère. Il va maintenant superposer ce souvenir traumatisant à l'état présent du condamné. Le passé n'est plus une évasion, il devient une métaphore parfaite de l'horreur du présent. Et là, tout devient limpide. L'analogie est parfaite, terme à terme. Le vertige physique de l'enfant dans la tour devient le vertige existentiel du condamné dans sa cellule. La peur de tomber dans le vide devient la certitude de tomber sous le coup près. Et le son assourdissant de la cloche devient le vacarme intérieur de l'angoisse. C'est le coup de maître du texte. Le narrateur le confirme lui-même. Il me semble que je suis encore dans la tour. Passé et présent fusionnent, ils ne font plus qu'un dans une seule et même sensation de terreur. L'étourdissement, l'éblouissement, ce ne sont plus des souvenirs, c'est l'expérience même de l'attente de la mort. Maintenant, passons un peu de l'histoire au style. Comment Hugo s'y prend-il pour nous faire ressentir cette angoisse avec une telle force? Eh bien, en choisissant ces mots avec une précision quasi chirurgicale. Il ne se contente pas de décrire la peur, il la tisse au cœur même de la langue. On le voit très bien ici, chaque mot est choisi pour son impact direct sur nos sens. Les mots liés au son,
créent une sorte d'obsession. Ceux qui sont liés au mouvement, eux, traduisent la perte totale de repères. Le toucher exprime la panique pure et le vocabulaire visuel ancre cette idée constante du danger et de la chute. C'est une écriture qui parle directement à nos peurs les plus primales. Hugo utilise aussi des outils stylistiques très efficaces. L'anaphore, par exemple. C'est une figure de répétition qui peut paraître simple, mais qui est terriblement puissante, comme on le voit dans cet exemple tiré du texte. Cette répétition, ce n'est donc pas juste un effet de style pour faire joli, pas du tout. Elle a une fonction presque physique. En lisant « prêt à tomber, prêt à glisser », on ressent presque le corps du narrateur qui bascule. Le rythme de la phrase nous fait perdre l'équilibre avec lui. En fait, la syntaxe elle-même devient sensation. Mais alors, quel est le but final de tout cet exercice littéraire? Pourquoi nous faire vivre une expérience pareille? Parce que l'objectif de Hugo, il dépasse de loin la simple littérature. Ce chapitre, c'est une arme dans son combat contre la peine de mort. Voilà, c'est ça l'essence de la stratégie de Hugo. Il sait très bien qu'un argument logique, un argument philosophique, ça peut toujours se débattre. Mais une sensation viscérale, une terreur qu'on partage, c'est beaucoup plus difficile à ignorer. En nous mettant dans la peau du condamné, en nous faisant ressentir son vertige, il attaque la peine de mort par l'empathie, par l'horreur partagée. Cette dernière phrase du chapitre est absolument poignante. Elle reprend l'image de la vue depuis la tour. La vie normale, la vie des autres hommes, est devenue aussi lointaine, aussi inaccessible que ces fameux passants fourmis vus du haut de Notre-Dame. Le condamné est maintenant séparé du reste de l'humanité par un abîme, et Hugo nous force à regarder au fond de cet abîme. Et il faut bien le rappeler, toute cette exploration de la peur, de la mémoire, de la mort et du pouvoir incroyable du langage, tout ça est accompli en un seul, unique et fulgurant chapitre. C'est une démonstration de génie littéraire mise au service d'une cause humaniste. Et on va se quitter sur cette question. En nous faisant vivre l'angoisse de l'intérieur, Hugo ne cherche pas seulement à nous convaincre, il cherche à nous transformer. Il nous laisse avec cette interrogation sur le pouvoir unique de la littérature pour provoquer non seulement la réflexion, mais aussi un changement profond dans nos consciences. Merci beaucoup